pendant que les conférenciers suivants s'installent, je les présente. Ce sera un duo, un duetto, composé de François-Xavier Ferron, qui est chercheur au CNRS à l'IRCAM, le laboratoire STMS, comme on dit, et de Laura Zatra, qui est professeure titulaire de musicologie et d'histoire de la musique au conservatoire d'Oudinet. Donc tous les deux ont travaillé sur les archives de l'IRCAM et également à une collecte de témoignages. Et donc ça leur permet de reconstruire avec un détail qu'on ne connaissait pas forcément, enfin que certains des témoins connaissent, mais qui n'étaient pas forcément publics. Donc tout un tas d'aspects du développement de la recherche musicale en France et pour aujourd'hui de l'IRCAM. Donc je les remercie de nous présenter leurs travaux. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et avant toute chose, Laura Zatra et moi-même souhaitons remercier chaleureusement Nicolas et Pierre-Michel pour nous avoir conviés à ce colloque et nous donner ainsi l'opportunité de nous exprimer dans cette prestigieuse institution. Alors, au cours de cette conférence, nous intéresserons au concept de recherche musicale à travers la création de l'IRCAM. Et nous tirons ici profit des travaux menés dans le cadre du projet Rameau, qui vise à collecter des récits et à fouiner dans les archives, afin de mieux comprendre comment s'est construit en France dans les années 60, 70 et 80 un riche réseau de recherche autour du son musical. Or, ce projet est né en 2018 lors d'un colloque à l'IRCAM en hommage à Jean-Claude Risset. Nicolas Donin, Vincent Tiffon, Laura Zatra et moi-même décidâmes de faire une histoire orale de l'IRCAM, mais à peine le projet avait-il débuté que nous l'étendîmes à d'autres institutions ou groupes de recherche. Alors voici le réseau en cours de construction, formé par les 53 personnes qui ont déjà été interviewées. Alors, dans cette jungle d'acronymes que je ne développerai pas, on peut voir que l'Institut boulésien, aussi décrié fut-il à cette époque, servit de plateforme de correspondance dans le monde de la recherche musicale. Si quelques extraits d'entretien surviendront ici et là au cours de cette conférence, nous nous appuierons surtout sur les recherches menées dans une autre jungle, les archives, comme celle de l'IRCAM, ici même en photo. Alors, nous sommes bien conscients que ce colloque porte sur les années 75-95, mais l'histoire de l'IRCAM débute quelques années plus tôt. Quelques mois après son élection, le 20 juin 1969, le président de la République, Georges Pompidou, annonce la création d'un centre culturel voué aux expressions artistiques contemporaines et à la lecture publique. En juin 1970 est établi un programme de base destiné au concours d'architecture, qui est lancé le 19 novembre de cette même année. Ce programme expose les objectifs du futur centre Beaubourg, ses fonctions et activités et son schéma fonctionnel d'ensemble. 681 projets sont déposés et comme vous le savez, c'est l'équipe Piano Rogers Franchini qui est lauréate. Richard Rogers, Renzo Piano, Stu Rogers et Gianfranco Franchini ne savaient pas alors qu'ils allaient devoir bâtir non pas un bâtiment, mais 2 bâtiments, puisque l'IRCAM ne figurait pas dans le programme de base. Alors, quand et comment ce petit Beaubourg a-t-il été imaginé par Boulez? Dans un entretien accordé à Peter Sandy en avril 1996, Boulez explique avoir rencontré Pompidou en 1969. Quelques temps plus tard, explique-t-il, alors que j'étais à Cleveland, on m'a envoyé un programme pour le futur centre. C'était un livre épais destiné au concours d'architecture. Mais les quelques pages consacrées à la musique n'envisageaient qu'un tout petit centre de documentation, une sorte de salle d'actualité où le public aurait pu trouver des disques. J'ai donc rédigé assez rapidement un projet à partir de ce que j'avais déjà ébauché pour un institut Max Planck de musique en Allemagne. En effet, au milieu des années 60, Boulez et son ami Zahrer avaient réfléchi à la création d'un département sur la musique contemporaine, mais ils s'étaient alors heurtés à l'opposition d'un grand chanteur, Dietrich Fischer-Dieskau, qui trouvait le projet inutile, et surtout à celle de Werner Heisenberg, lauréat du prix Nobel de physique en 1932. Néanmoins, le travail ne fut pas inutile, puisque Boulez repartit de ce projet pour bâtir ce qui deviendra l'IRCAM. Mais ce n'est que le 17 novembre 1970, et non pas en 1969, qu'il se met au travail, comme en témoigne cette lettre envoyée à Paul Zahrer depuis Cleveland. « Mon cher Paul, excuse-moi de t'importuner avec un petit problème. Tu te rappelles les séances que nous avons eues pour étudier la création d'un Max Planck Institute pour la musique. Pompidou crée à Paris un centre des arts, il veut y réserver sa place pour la musique et je lui ai proposé la création d'un institut de recherche, probablement sur un plan plus modeste que nous l'avons alors envisagé. Peux-tu m'envoyer la copie du projet tel qu'il était conçu en théorie ?» Donc on est fin 70.
Quelques mois plus tard, en mai 71, Boulez contacte le compositeur et pionnier de musique électronique Milton Babbitt pour lui parler de son projet et recueillir ses conseils. Ce dernier explique « L'outil essentiel de tout institut de recherche musicale contemporaine doit certainement être un ordinateur numérique à grande vitesse et à usage général, car il peut jouer un rôle central et unique en ce qui concerne la production électronique des sons, la mutation et la modification des instruments durant l'exécution, la caractérisation et l'analyse des conditions d'exécution, et il peut aider dans divers aspects de l'analyse musicale. » Boulez consulte aussi Yannis Xenakis, qui avait fondé en 1966 l'EMAMU, l'équipe de mathématiques et automatique musicale, et qui avait déjà utilisé des ordinateurs pour composer de la musique. Dans une lettre datée du 12 mai, Xenakis écrit « En ce qui me concerne, cette partie du projet Beaubourg m'intéresse du plus haut point, et je vous suis reconnaissant d'avoir bien voulu me demander ma participation dans une collaboration avec vous. Toutefois, en ce qui regarde tout spécialement le point 3, je vous proposerai d'obtenir à ce qu'il soit détaché de l'ensemble du projet du concours du plateau Beaubourg, de le considérer comme un problème en soi autonome. Pour résumer, il est conseillé à Boulez d'obtenir une autonomie géographique pour son centre et de l'équiper avec des ordinateurs puissants. Ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Suite à ces premières consultations, Boulez rédige un projet qui ne figure donc pas dans le programme de base du concours d'architecture. Boulez rencontre les architectes le 11 septembre 1971. On peut lire dans un compte-rendu de réunion « Il est préférable que le centre de recherche acoustique soit à l'extérieur du bâtiment principal. Monsieur Boulez n'est pas opposé à un bâtiment en partie enterré dans la piazza, ni à une galerie qui pourrait ceinturer la salle de projection-transmission et permettrait au public de voir, à certaines occasions, les buts et la finalité de ce centre. » Alors à cette époque, on parle de CRA, pour Centre de recherche acoustique, et non d'IRCAM, pour Institut de recherche et coordination acoustique-musique. L'autonomie géographique du centre est actée le 30 mai 1972 lors d'un conseil des ministres restreint. Quant à l'acronyme IRCAM, il fait irruption dans les comptes rendus en octobre 1972. Boulez met en place à cette époque son équipe, dont voici pêle-mêle les noms: Gérald Bennett, Diego Masson, Yves Galmo, Jean-Claude Risset, Nicolas Naumann, Brigitte Marger, John Schoening et Manfred Schroeder comme consultants, Vinko Globokar, Jean-Pierre Armand et Luciano Berio, qui intègrent le projet plus tardivement en février 1973. Toutes ces personnes, à l'exception donc de Berio, élaborent l'avant-projet détaillé de l'IRCAM, qui est daté de janvier 1973, et qui est intégré au programme définitif destiné aux architectes. L'avant-projet détaillé de l'IRCAM comporte une 50aine de pages. Les 13 premières pages dévoilent les objectifs généraux définis par M. Boulez, je cite, et commence ainsi. Le centre de l'IRCAM doit être considéré comme un lieu de recherche pour scientifiques et musiciens. Les studios et non seulement les laboratoires doivent donc pouvoir fournir les moyens de travail adéquats aux deux disciplines dans les domaines suivants: invention technique comme musicale, recherche musicale comme technique, mesure physique ou psychologique. Il est vraiment important de souligner que l'IRCAM a été imaginé originellement comme un pur centre de recherche, ce qu'a confirmé Brigitte Marger au cours d'un entretien conduit en juillet 2022. À cette époque-là, il ne pensait pas du tout qu'il y aurait beaucoup d'événements et de concerts. Au départ, l'IRCAM devait être uniquement un institut de recherche. Il insistait vraiment là-dessus en disant « Vous savez, Brigitte, il y aura des publications, il y aura des relations avec l'extérieur, mais on n'est pas là pour faire des concerts. » Je lui ai répondu « C'est étonnant. Je pense que vous avez pu voir que c'était un homme du revirement positif. » Jolie formule. Dans l'avant-projet détaillé donc, de janvier 1973 figure aussi le tout premier organigramme de l'Institut. Et voici les noms des gens affiliés à ces postes au début de l'année 1973. La recherche se déploie à travers 4 départements. Le département électroacoustique dirigé par Berio, le département instruments et voix dirigé par Globokar, le département ordinateur par Jean-Claude Risset et le département diagonal par Gérald Bennett, ici présent. 4 départements de recherche dirigés par 4 compositeurs. Mais le projet est loin d'être abouti à ce stade. Moult réunions sont organisées à Paris, à Baden-Baden, à Londres et durant les étés 73 et 74 à l'abbaye de Sénanque, le temps d'une retraite, dans le sud de la France. Les architectes élaborent durant ce temps plusieurs projets et un premier permis de construire est déposé le 18 octobre 73. Après la réflexion, place à l'action. Une conférence de presse acte la naissance officielle de l'IRCAM le 7 mars 1974. Elle attire beaucoup de monde et déjà pas mal de critiques.
en raison des moyens mis à disposition de Boulez pour monter son centre. Sur la scène du théâtre de la ville figure toute l'équipe de l'IRCAM, de Boulez, donc, ainsi que Yannick Xenakis, qu'on peut voir sur la photo de gauche en arrière-plan entre Berriot et Boulez. Une plaquette de présentation tirée à 6000 exemplaires est éditée à l'occasion de cet événement. Comment oublier les héritages passés pour faire surgir des territoires sans modèle, peut-on lire dans l'introduction. Eh bien, l'intuition n'y suffira point, même si elle peut nous servir de repère sensible. Le musicien rêve d'un autre monde, mais ce monde, il ne pourra jamais en créer lui-même la technologie. Le scientifique, lui, peut accélérer l'avènement de ce monde s'il est capable de comprendre les lendemains que le musicien balbutie. Bien évidemment, cette compréhension mutuelle aura les meilleures chances de se produire si musiciens et chercheurs se réunissent pour travailler sur des projets communs. L'IRCAM se propose de développer l'information réciproque des musiciens et chercheurs, ainsi que les relations entre studios et centres universitaires sur le plan international. Lieu de confrontation d'un type nouveau, l'Institut espère améliorer les liaisons entre différents types de recherche, utilisation de l'ordinateur, recherche acoustique et électroacoustique, expérimentation instrumentale et vocale, qui sont souvent géographiquement séparées, alors que dans les faits, les interactions vont en se multipliant. Alors, cet IRCAM sera construit sous le parvis Saint-Méry, alors occupé à cette époque par une école municipale, ici en bleu barré. Dans l'avant-projet détaillé de janvier 1973, la surface du bâtiment était estimée à un peu plus de 5000 m². Dans la plaquette de présentation publiée un an plus tard, il est maintenant question d'un bâtiment de 8000 m², composé de 4 niveaux, comme on peut le voir sur cette maquette. L'espace de projection était par ailleurs situé du côté du Grand Beaubourg et non de l'église Saint-Méry. Voici la vue de coupe de ce projet initial, qui ne verra jamais le jour. La vue de dessus du niveau -2. Et donc, ce bâtiment est exposé dans la première brochure de l'Institut, mais sera complètement remis en question et refait. La construction du bâtiment ne sera pas un long fleuve tranquille, loin de là. L'inflation découlant du choc pétrolier de 1973 commence à se faire très sérieusement ressentir en ce début d'année 1974. La mise en service de la nouvelle école Saint-Méry est retardée suite aux visites de la commission de sécurité, alors que l'IRCAM aurait aimé symboliquement qu'un engin de destruction soit mis en route au moment même de la conférence de presse du 7 mars, comme en témoigne ce compte-rendu de réunion datant du 14 février. Ce ne sera pas le cas, mais les travaux de destruction débutent néanmoins en mars et le parvis Saint-Méry sera libéré à l'été 1974. L'existence même de Beaubourg, dans sa totalité, est remise en cause à cette époque, suite au décès de Georges Pompidou le 2 avril 1974 et à l'élection, surtout, 2 mois plus tard, de Valéry Giscard d'Estaing, qui n'était guère convaincu de l'utilité d'un tel lieu. Le PCB, l'établissement public du Centre Beaubourg, présidé par Robert Bordaz, parvient à sauver le projet avec le soutien de Jacques Chirac, alors Premier ministre. Lors du décès de Pompidou, l'IRCAM était déjà en train de revoir sa copie entièrement, parce que les budgets initiaux avaient été largement dépassés, mais aussi à cause de nombreux problèmes techniques relevés notamment par Max Matthews, le père de la synthèse sonore par ordinateur, qui venait d'être nommé directeur scientifique de l'Institut. Brigitte Marger s'est souvenue de cet épisode important qui consista à réduire l'IRCAM, à le rendre beaucoup plus petit par rapport au premier plan. Il fallait perdre des mètres carrés pour faire des économies. Ma mémoire me fait défaut, mais c'était une période très difficile. Par exemple, les premiers plans de l'espace de projection étaient irréalisables. C'était complètement délirant. À ce moment-là, j'ai proposé de faire appel au directeur technique d'Ariane Mouchkine, qui a refait des plans. Pensé à la fois comme un laboratoire de recherche et une salle de concert, l'espace de projection, l'ESPRO, devait avoir dans sa première mouture un plafond en forme de nuage déformable à l'aide de câbles et un sol amovible entièrement sur vérin. L'ESPRO, tout comme le bâtiment dans son entièreté, est totalement repensé au cours du premier semestre 1974. Concernant l'ESPRO, il faut vraiment rappeler le rôle crucial que joua l'acousticien hollandais Victor Peutz, à qui on doit l'installation des 172 périates sur le plafond et les 4 murs de la salle. Alors, les périates sont constitués d'un châssis de 2,30 m de côté contenant 3 prismes rotatifs à base triangulaire. Chaque prisme a 3 faces différentes. Une première plane pour réfléchir au maximum le son. Une deuxième présente un dièdre concave favorisant la réflexion et la diffusion du son. La troisième face permet de recevoir des panneaux acoustiques différents pour créer un plan absorbant, basse fréquence ou haute fréquence.
L'ESPRO sera par ailleurs doté d'un plafond mobile composé de 3 blocs de 14 mètres sur 8, capables de se déplacer indépendamment sur une hauteur de 10 mètres. Les potentiels acoustiques et scénographiques de cette salle sont ainsi uniques au monde. En déplaçant les plafonds et en jouant sur les périates, on peut faire varier la volumétrie et l'acoustique de la salle, ce qui ouvre un vaste champ d'expérimentation scientifique et musicale, vu que le temps de réverbération peut varier entre 0,4 secondes et 4 secondes approximativement. Lors de la seconde retraite à l'abbaye de Sénanque en juillet 1974, l'architecte Mike Davis, de l'équipe Piano et Rogers, fait part des avancées dans l'élaboration des nouveaux plans de l'IRCAM. Ces réunions étaient enregistrées et parfois transcrites, et Brigitte Marget avait ainsi conservé dans sa cave plusieurs retranscriptions. Voici un extrait de l'exposé de Mike Davis, en juillet 1974. Je donnerai un résumé très rapide. Le bâtiment se décompose en 3 parties pour l'architecte. Les zones d'accès général, c'est-à-dire les zones où le public peut entrer et qui sont généralement utilisées par le personnel dans le bâtiment. La deuxième zone est celle qui correspond essentiellement au département, qui forme un seul espace spécial composé de cellules acoustiques. Et la troisième zone du bâtiment est la grande salle qui a un problème en soi. Pour nous, le bâtiment est composé simplement de ces 3 choses. En août 1974, l'appel d'offres initial est annulé dans l'attente du nouvel avant-projet détaillé. Le nouveau permis de construire est validé le 31 octobre 1974. J'en déduis donc que les nouveaux plans étaient donc achevés à cette date-là. Comme vous pouvez le constater, sur cette vue de coupe, l'IRCAM ne se déploie plus du tout sur 4 niveaux et l'espace de projection se situe dorénavant sur le côté de l'église Saint-Méry. Voici la vue de dessus, où on peut clairement distinguer les 3 fameuses zones décrites par Mike Davis, la zone d'accès général en jaune, l'espace de projection en vert et les départements de recherche en orange. Ceci était configuré originellement en silos, un espace bureau, un espace laboratoire et enfin un espace studio. La topographie a été modifiée à la fin des années 90 avec l'adjonction de plusieurs couloirs de circulation permettant d'accéder dorénavant au studio sans passer par les bureaux et laboratoires. Selon un compte-rendu de réunion daté d'octobre 1974, confirmé par les photos extraites du journal de 13 heures du 16 octobre, la démolition et les terrassements étaient effectués, alors que les architectes n'avaient pas encore achevé les nouveaux plans. L'IRCAM restera un trou pendant plusieurs années, tout comme la Philharmonie de Paris, quelques décennies plus tard, soit dit en passant. Les travaux semblent avoir repris un peu avant l'été 75, et le bâtiment sera livré 2 années plus tard, au cours de l'été 77. Voici quelques photos pour les amateurs comme moi de BTP. Autour de août 75, certainement fin 75, en 76, toujours en 76, début 77 peut-être. Et voici l'entrée originelle de l'IRCAM, que les gens confondaient avec une entrée de métro, qui disparut en 89 lorsque la tour piano fut construite. Quant à l'ESPRO, le public le découvrira que le 13 octobre 1978, lors de son inauguration officielle. Dans le chapitre 3, dernier de notre histoire, nous intéressons au déploiement des activités de recherche. Donc, peu de temps après l'élection de Boulez au Collège de France, en mars 1975, l'IRCAM prend possession de l'ancienne bibliothèque municipale, qui se situe à la plombe du chantier de construction. C'est dans ces locaux que les activités de recherche, mais aussi de pédagogie, avec Michel Decouste à la direction des nouveaux départements, commencent à se déployer. Dans l'avant-projet détaillé de janvier 1973, Boulez décrivait: en outre, je suis persuadé que le centre, s'il fera obligatoirement appel à l'industrie pour du matériel très précis, devra se fier et se confier à ses propres scientifiques, ingénieurs et techniciens. L'industrie vise à la standardisation, nous viserons à la spécificité. Les équipements actuels ne peuvent pas être notre seul guide dans l'établissement de l'équipement du centre. Il y entre une bonne dose d'incertitude qu'il nous appartient de définir. Boulez a donc l'ambitieux projet de remettre en question le contexte de la création musicale dans une démarche collective de recherche technologique, artistique et compositionnelle. C'est en favorisant les collaborations qu'on pourrait résoudre certains problèmes. En guise d'exemple, intéressons-nous à la question du temps réel, jusqu'alors impossible avec les ordinateurs de l'époque, qui fera l'objet d'une décennie de recherche à l'IRCAM suite à l'arrivée de Giuseppe Di Giugno ou Peppino Di Giugno. Pour comprendre l'histoire du temps réel, il faut remonter à l'année 1974. Di Giugno travaille à Naples en tant qu'assistant à l'Institut de physique à l'université où il enseignait la structure de la matière. En novembre 1974, il reçoit un coup de fil
C'était un soir de novembre. Pendant que je dînais, j'ai reçu un appel téléphonique. Je m'appelle Luciano Berio. Je voudrais parler au professeur Di Giugno. Cet appel téléphonique a radicalement changé ma vie. Di Giugno nous a raconté que pendant son temps libre, il aimait construire des synthétiseurs analogiques. Il avait même rencontré Robert Moog aux États-Unis. Le lendemain de cet appel téléphonique, il continue, Luciano Berio va rendre visite à l'Institut de physique. Dans le livre Electric Sound, Berio, en entretien avec Joey Chadabi, confirme la rencontre en novembre et raconte « Nous n'avions que 9 oscillateurs à Milan, au studio de phonologie, alors que je lui ai dit avec humour « Nous avons besoin de 1000 oscillateurs, pas de 9 seulement ». Di Giugno avait étudié le fonctionnement du programme de Max Matthews Music 5, Music 5. Il a fait alors entendre à Berio, je cite, ce qu'on pouvait faire avec un ordinateur, et il a été étonné. Fin de citation. En avril 1975, Boulez demande à Max Matthews, qui était directeur scientifique à l'IRCAM, d'aller à Naples. Dans une lettre de Boulez à Matthews, datée 12 avril, on peut lire « So, Berio has discovered a new genius. Di Giugno, I am waiting until I hear your judgment. Although I am enthusiastic about geniuses, I am less enthusiastic about them when they stay geniuses for 6 months only. Of course, we must keep Luciano in IRCAM, but you and I must make the decisions about the equipment and the methods. I hope very much that you want to see Di Giugno, and please tell me absolutely frankly your opinion of him. 10 jours plus tard, Matthews se rend en Italie pour assister à des réunions avec Luciano Berio, Di Giugno et d'autres. Matthews se prononce en faveur de la proposition. C'est ainsi que Di Giugno commence à traduire l'oscillateur numérique du programme Music 5 de Matthews, à droite sur l'image, en un matériel externe dédié qu'il appelle oscillateur virtuel. En juin, Di Giugno rejoint l'équipe de l'IRCAM. Ici, on voit une photo entre le 30 juillet et le 12 août 1975. L'équipe se rend à Stanford pour se familiariser avec l'ordinateur PDP-10 et les programmes développés pour la musique. C'est Gheorghe Ligeti qui avait sensibilisé Boulez aux recherches qui se faisaient à Stanford autour de John Chowning. On voit ici une photo avec Pierre Boulez, Steve Martin, Andy Moorer, John Chowning et Max Matthews à Stanford. Boulez ici a dans la main un stylo optique pour piloter l'écran connecté à l'ordinateur. On a vu plusieurs photos de ces rencontres, de ce voyage, des archives de Di Giugno et de John Chowning, parmi lesquelles une photo avec Luciano Berio, Peppino Di Giugno et Pierre Boulez. Donc, tout de suite après, en septembre, il y a l'installation à l'IRCAM du PDP, de l'ordinateur PDP-10, commandé et installé. Sa mise en service dans les locaux provisoires avait pris plusieurs mois et avait nécessité le recrutement de 2 ingénieurs informaticiens américains, Brian Harvey et James Lawson. Ce que vous voyez ici, c'est le processeur nouveau, qui à l'époque n'avait pas encore de nom propre, capable de générer 256 fréquences en temps réel. Au dos de la machine, on peut voir les interconnexions entre les 12 modules de cartes même. Voilà les origines du temps réel, en fait. Ce premier processeur a été construit au, vous lisez dans la photo, Centro di Acustica Elettronica, Istituto di Fisica, Università di Napoli. C'est la période où Di Giugno fait la navette entre IRCAM et Naples, dans les premiers mois de 1975. Dans le document à gauche, non daté, vous voyez l'idée embryonnaire de Berio de réaliser une machine qui produisait 7 fois 1000 oscillateurs. Il s'agit d'un IRCAM Preliminary Project. Le document à droite, daté de mai 1975, correspond au projet de Di Giugno. Nous supposons que le projet à gauche non daté était l'hypothèse de travail émise au début de l'année, après la première rencontre entre Berio et Di Giugno, et que Di Giugno a élaboré un projet con possibilità per 1000 oscillatori, avec possibilité de 1000 oscillateurs, à droite, jusqu'à mai 1975, à Naples. Un autre aspect historique qui nous semble intéressant à considérer, c'est la naissance simultanée du temps réel à Stanford et à l'IRCAM. Qui, le premier, a initié cette révolution?
Le processeur de Stanford est la Samson Box. Elle a été conçue par Peter Samson à la demande de John Chowning, Andy Moorer, John Gray et Lauren Rush. Un contrat avait été signé en Amérique, à Stanford, en janvier 1975 pour la construction de ce processeur temps réel. La Samson Box sera opérationnelle 2 ans plus tard. Ce document, daté 29 juillet 1975, concerne la Samson Box. Il est question aussi de 256 oscillateurs. C'est donc à la même époque que l'IRCAM et le Karma se lancent dans le développement du machine temps réel. Selon Chowning, Peter Samson et son équipe de 3 personnes a eu l'idée de s'engager à construire la machine en se basant sur le fait que, je cite, « l'IRCAM voudrait probablement en avoir une puisqu'ils avaient déjà la machine PDP-10 ». Fin citation. Donc, John Chowning présente le projet aux gens de l'IRCAM, mais il nous a dit, je cite, « Mais à l'IRCAM, ils ont décidé qu'il ferait mieux de devenir plus français et d'avoir leur propre machine. » Fin citation. Voici un document interne de l'IRCAM daté décembre 1975 et décrivant les oscillateurs virtuels de Peppino Di Giugno. Dans un entretien accordé à Todd McCover dans les années 80, Di Giugno dit, je cite, « Le 25 juin 1966, je suis arrivé, donc un an plus tard, je suis arrivé à l'IRCAM avec cette machine qu'on a branchée tout de suite sur un ordinateur PDP-11, la version suivante de l'ordinateur. C'est donc là que Di Giugno, qui travaille depuis un an à l'IRCAM et fait encore la navette entre Naples et Paris, livre la version définitive du processeur qu'il appelle 4A. Dans tout le premier rapport d'activité scientifique de l'IRCAM, rédigé par Jean Corisset, il est écrit « En avril-mai 1976, Di Giugno achève la construction définitive de la 4A. Ce synthétiseur, qui répond à un désir de Luciano Berio, procédé par sculpter les sons en éliminant les composants plutôt que par synthèse additive, comporte dans sa version actuelle 256 oscillateurs indépendants. La 4A est présentée lors de la première édition de l'ICMC, International Computer Music Conference, en Amérique. On voit ici l'évolution du processeur et ses différentes versions jusqu'à la 4X que Boulez utilisera pour réponse en 1981 dans un schéma que Peppino Di Giugno nous a montré. Or, la collaboration entre ingénieurs, chercheurs et compositeurs est un aspect essentiel des recherches à l'IRCAM. Ni les premiers ni les secondes ne pensaient que cela pourrait devenir une activité professionnelle à part entière. Un document de 1176 souligne la force intégratrice de la collaboration compositeur-scientifique. Je cite, « L'IRCAM, pourquoi ? Depuis une dizaine d'années d'importantes découvertes, etc. Cette révolution doit être maîtrisée. Tel est l'objectif de l'IRCAM qui se propose de mettre les compositeurs que leur formation n'a pas préparés à utiliser ces nouvelles ressources en mesure d'appréhender la démarche des scientifiques qui en assurent le maniement et par un travail en commun de l'influencer en vue d'en tirer le meilleur profit pour la création musicale. » 2 ans après, dans le rapport d'activité, Gerald Bennett souligne l'importance de ce type de collaboration, mais il n'utilise pas de termes spécifiques pour déterminer la fonction officielle des scientifiques. Bennett écrit, par exemple, les programmes pour l'œuvre de Buzz Trumpy ont été écrits par Giuseppe Di Giugno et j'en note la conception des instruments virtuels utilisés sur les machines a été réalisée par Buzz Trumpy, etc. L'IRCAM est entièrement restructuré début 80. Risset avait annoncé dès le printemps 1978 qu'il ne renouvellerait pas son détachement et quitterait l'IRCAM en septembre 1979. Decouste avait annoncé aussi qu'il partirait fin 1979 pour prendre un poste d'inspecteur de la musique au ministère de la Culture. Les départements originels disparaissaient au profit d'un secteur scientifique d'une part et d'un secteur création musicale d'autre part, au sein duquel est créé un pôle recherche musicale confié au jeune Todd McCover, alors que David Wessel prend les rênes de la pédagogie. En novembre 1979, Boulez écrit « Le moment est venu pour l'IRCAM de faire le point. Nous abordons en effet, après 2 ans de fonctionnement, une nouvelle phase de notre action. 2 actions s'imposent à cet effet. Développer et réorienter notre pédagogie. Si les stages en groupe ont constitué une bonne initiation, ils doivent être suivis et prolongés par une formation individuelle donnée au meilleur grâce à une assistance personnalisée. » Pour la première fois, on parle de cette collaboration en termes d'assistance personnalisée aux compositeurs les plus doués. Mais l'idée d'un vrai rôle de métier dans la chaîne productrice est encore prématurée.
Au début des années 80, les compositeurs sont accompagnés par des personnes du département pédagogique. C'est à cette époque que le nom tuteur apparaît. J'ai retrouvé une note de Pierre Boulez relative à l'organisation du secteur artistique, datée 15 octobre 1982, où il expliquait que la cellule production musicale était supprimée, mais que les tuteurs seront régulièrement conviés au comité artistique afin de rendre compte des projets dont ils sont responsables et de faire toute proposition qui leur paraît souhaitable pour le bon déroulement de leur travail. Enfin, dans des documents produits en 1983, on commence à trouver une définition du métier des tuteurs. Les tuteurs assurent les travaux d'enseignement et de guidage, et par ailleurs, il a lui-même une part active dans la recherche musicale et la documentation afférente. Il a un lien entre la recherche et son application à la pédagogie et à la production musicale. Les sources produites à cette époque montrent l'idée qu'il s'agit d'un métier qui cherche à se séparer des autres, d'une véritable profession, poste de tuteur, je cite. Lorsqu'un des membres du comité d'administration demande en 1983 si la direction de la musique entend équiper les conservatoires nationaux français du processus 4X, un autre souligne que subsiste le problème de la pédagogie. Pierre Boulez alors relève que ce problème est soulevé chaque année par l'IRCAM, qui sollicite des créations de postes de tuteurs. Une autre source contemporaine de même veine confirme que cet état d'esprit, car l'on parle de contrats de tuteurs supplémentaires. On parlera plus tard d'assistants musicaux et depuis la fin des années 90 de RIM, acronyme pour réalisateur en informatique musicale, qui est le nom utilisé même. Alors, en guise de conclusion, nous souhaiterions souligner que si Boulez est bel et bien le fondateur de l'IRCAM, il n'en est pas moins l'unique bâtisseur. L'élaboration du projet, la conception du bâtiment, le choix des équipements, la confection des statuts sont le fruit d'un travail collectif porté par une équipe, somme toute, relativement restreinte quand on sait que tout était à imaginer, structurer et faire. L'IRCAM demeure aujourd'hui un institut sans équivalent dans le monde où scientifiques et artistes continuent à se côtoyer. Alors, ils ne travaillent pas systématiquement ensemble main dans la main, mais dans la démarche collective chère à Boulez demeure notamment, grâce aux réalisateurs et réalisatrices en informatique musicale, cette démarche collective demeure. Et ceux-ci, ils sont amenés à accompagner les artistes dans le cadre de résidences de recherche ou dans le cadre de la production d'œuvres. En octobre 1974, durant la toute première session de concert-conférence organisée par l'IRCAM au Théâtre d'Orsay, Boulez rappelait la nécessité et l'originalité de l'IRCAM, expliquant que jusqu'à présent, les instituts de recherche sont patronnés soit par des universités, soit par des radios. Ils occupent de ce fait une position légèrement marginale, dépendant de l'organisme central qui les abrite. Au lieu de se greffer sur des organismes déjà existants, un institut de recherche a besoin surtout, au départ, de jouir d'une indépendance totale pour fonder sa propre existence. Si on ne consacrait pas aujourd'hui un institut à la recherche et à la synthèse des recherches, on perdrait une occasion essentielle de rénover l'expérience musicale et scientifique, ai-je envie de rajouter. Merci pour votre attention.